Je suis Zakar Kolé, conseiller à la Cour de cassation de la République du Niger, chambre civile et commerciale. Nous allons vous entretenir de comment nous traitons un pourvoi en cassation au sein de notre juridiction. Et de prime abord, je tiens à vous préciser qu'au Niger, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant la Cour de cassation. Certainement que le législateur a tenu compte des réalités socio-économiques du pays, où non seulement la majorité de la population n'a pas fréquenté l'école française, mais aussi vit avec un revenu très faible. Dans la pratique, les justiciables qui ont les moyens font souvent recours à l'assistance d'un avocat pour un suivi adéquat de leur dossier de pourvoi en toute matière. Et relativement à la forme, le pourvoi peut être formé même par déclaration verbale faite au greffe en matière coutumière et en matière pénale, ce qui n'est pas le cas de la matière civile et commerciale et de la matière sociale, où il doit sous peine de sortie être formé par requête écrite signée du demandeur, un avocat ou un fondé de pouvoir. Dans tous les cas, à défaut d'aide judiciaire généralisée, la loi a institué ce que nous pouvons qualifier d'une sorte d'encadrement juridique du justiciable lors de l'interruption du pourvoi, mais qui se limite à la forme. Et ceci se manifeste d'abord lors du dépôt de pourvoi. Qu'il s'agisse de la matière civile, commerciale, pénale ou coutumière, un grand rôle est joué par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée faisant l'objet d'un lors de la réception du pourvoi. En matière civile et commerciale notamment et sociale, au terme de l'article 48 de la loi organique numéro 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition et l'organisation, les attributions et les fonctions de la Cour de cassation, à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile sous peine de déchéance. Cependant, malgré le caractère purement privé du procès civil, le même texte a prévu à ses alinéas 2 et 3 que le greffier qui reçoit la requête de pourvoi est tenu de notifier au demandeur, de signifier son pourvoi au défendeur et que s'il n'accomplit pas cette formalité, la déchéance ne sera point encourue. Donc si le greffier n'a pas accompli cette formalité, la déchéance ne sera pas encourue contre le demandeur. Aussi, pour faciliter cette tâche, la Chambre civile et commerciale a conçu un imprimé de procès verbal de cette notification qu'elle a fait diffuser dans les différentes juridictions et que les greffiers remplissent automatiquement. En matière coutumière, nous avons déjà annoncé que compte tenu de l'analphabétisme de la grande majorité de la population, le contentieux judiciaire en matière coutumière a fait l'objet d'un traitement particulier. Ainsi, contrairement à la matière civile, la notification de la décision rendue est faite par le greffier en chef de la juridiction concernée. Et comme déjà signalé, le pourvoi peut être formé même par déclaration verbale que le greffier enregistre et fait signer. Il dresse un procès verbal qu'il fait signer ensemble avec le déclarant, et s'il ne peut signer ou ne le peut pas, ou ne le sait pas du tout, il fait apposer son empreinte digitale de l'index gauche. Le pourvoi ainsi formé, c'est encore au greffier qui a reçu la déclaration d'inviter le déclarant à produire un mémoire écrit contenant un exposé des moyens de droit qu'il compte invoquer à l'appui, et ensuite de notifier le procès verbal de déclaration à la partie adverse en invitant également celle-ci à produire un mémoire écrit pour sa défense. En matière pénale, le pourvoi peut être formé par écrit ou par déclaration verbale faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la juridiction du lieu de résidence du demandeur qui la registre et la signe avec le demandeur. Il peut aussi être formé par lettre remise au régisseur de l'établissement pénitentiaire au demandeur et incarcéré. Dans les deux derniers cas, le greffier de la juridiction du lieu de résidence ou le régisseur de l'établissement pénitentiaire qui a reçu la déclaration ou la lettre de pourvoi transmet celle-ci au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Après avoir inséré la déclaration de pourvoi dans le registre procès ouvert, celui-ci la notifie au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 jours et dispose d'un délai d'1 mois pour transmettre le dossier à la Cour de cassation. La transmission. Le mode de transmission du dossier de pourvoi dépend de la matière. Ainsi, au terme de l'article 47 de la loi organique, en matière civile et commerciale et coutumière, le greffier en chef
fait cette transmission dans un délai d'1 mois au plus à compter de la date du dépôt de la requête ou de recevement de la déclaration verbale faite au greffe. Il adresse le dossier au greffier en chef de la Cour de cassation. Ce dossier contient la requête écrite, le procès verbal de déclaration éventuellement accompagné de pièces jointes et une expédition de la décision attaquée. En matière pénale, cette transmission est faite au procureur général près la Cour de cassation. Maintenant, le traitement du dossier, une fois arrivé au niveau de la Cour, à ce niveau, le traitement du dossier de pourvoi est assuré en fonction de la matière. En matière civile et commerciale ou sociale et coutumière, le dossier de pourvoi qui arrive donc à la Cour de cassation est d'abord enregistré au courrier général au niveau du bureau d'ordre, qui le transmet aussitôt au greffier en chef, où il est enregistré au ordre de l'année en cours avec précision de la date du recours et celle d'entrée et la matière. Donc le greffier en chef procède ainsi à la mise en état. À cet effet, il adresse des courriers aux parties en les invitant à accorder leurs différents mémoires en défense, en réplique et en duplique. Dans un délai d'1 mois, est accordé à la partie concernée pour réagir, à l'expiration duquel une mise en demeure par écrit lui est adressée et un délai supplémentaire de 15 jours accordé. Plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'un mémoire en défense, si à l'expiration du dernier délai d'1 mois, le défendeur ne réagit pas, son silence sera considéré comme un encaissement à la thèse du demandeur au pouvoir, tout mémoire produit étant irrecevable. Tout mémoire produit à retard étant irrecevable. Il en sera de même pour les mémoires à réplique et en duplique. C'est les dispositions de l'article 56-57 de la loi. Dans tous les cas, la défaillance de l'une quelconque des parties est constatée dans un certificat de non-production de mémoire. Donc le dossier mis en état, il est coté et paraphé par le greffier en chef qui le transmet au président de la chambre concernée, civile, commerciale ou sociale et coutumière, pour rapport. Donc le président de la chambre prend une ordonnance de désignation d'un conseiller rapporteur. Généralement, cette désignation est périodique, mais aucun cycle particulier n'est déterminé. Cela dépend du nombre de dossiers en instance. Toutefois, le président de la chambre peut procéder à la désignation d'un conseiller rapporteur, même pour un seul dossier et à tout moment. Un délai raisonnable est généralement accordé au conseiller pour déposer son rapport, ce qui est respecté dans la mesure du possible pour un besoin de célérité, malgré le sous-effectif. Là, je précise que seule la Chambre sociale et des affaires coutumières dispose du nombre de conseillers permettant d'avoir deux formations de jugement assurées. Dans la pratique et concernant plus particulièrement la Chambre civile et commerciale, une fiche est tenue, mise à jour au début de chaque mois qui mentionne le nombre de dossiers, avec leurs indications précises de date d'entrée, de sortie et de sortie du cabinet du conseiller rapporteur et le nombre de ceux non réglés. Le conseiller dépose son rapport au greffe de la chambre, qui l'enregistre puis la transmet au greffier en chef de la juridiction. À partir de cette date, plus aucun mémoire ne pourra être reçu. Le greffier en chef transmet alors le dossier au procureur général pour ses conclusions. Lorsque le dossier est retourné, il transmet au président de la chambre pour enrôlement. Le président de la chambre choisit une date utile pour les dossiers retenus et fait dresser le rôle le plus tôt possible pour le jugement des affaires qui se fait sur pièce, sauf observation orale que les parties peuvent souhaiter présenter en informant à cet effet la Cour par écrit adressé au plus tard la veille de l'audience. Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, éventuellement les observations orales, puis les conclusions du ministère public, l'affaire est mise en délibéré. À la fin de l'audience, le dossier est communiqué pour lecture à tour de rôle aux autres membres de la composition autres que le conseiller rapporteur. Le délibéré est vidé au dernier moment, mais nous n'avons pas la tradition de préparer un projet d'arrêt avant de prononcer la décision en audience publique. Et pour cause, le conseiller rapporteur peut être mis en minorité ou la chambre ordonner un complément de rapport si cela s'avère nécessaire. En tout état de cause, l'article 105 de la loi organique sur la Cour de cassation dispose que celle-ci doit signer, donc produire ses arrêts dans un délai strict de 15 jours après le prononcé de la décision. En cas de cassation, la chambre concernée renvoie l'affaire devant la même juridiction dont la décision a été attaquée, mais autrement composée, ou bien devant une autre juridiction de même degré. Lorsque le demandeur se désiste de son pourvoi ou que les parties se concilient,
avant l'intervention de la décision, la Cour en prend acte et rend un arrêt donnant lieu à statuer et condamne le ou les intéressés au dépens. Toute chambre qui se trouve devant une situation relevant de la compétence d'une autre chambre ou d'une autre juridiction spécialisée ou d'un ordre différent renvoie la cause et les parties devant celle-ci. Ainsi, lorsque la chambre civile et commerciale constate que le litige fait appel à l'application ou à l'interprétation du droit au HADA, il renvoie la cause et les parties devant la CCJ à Abidjan. En matière pénale, lorsque le dossier est reçu au parquet, le procureur général pour la Cour de cassation le transmet au greffier en chef de la Cour, qui inscrit le pourvoi sur un registre d'ordre et le transmet sans délai au président de la chambre criminelle pour désignation d'un conseiller rapporteur. Celui-ci vérifie que le pourvoi est en état d'être jugé, sinon il fait notifier le mémoire produit par le demandeur à l'appui de son pourvoi aux autres parties par l'intermédiaire du greffier en chef de la Cour. À cet effet, il impartit un délai aux parties pour répondre et fait notifier leur réplique aux demandeurs dans les mêmes formes. Le conseiller rapporteur peut même enjoindre aux parties de déposer au greffe la Cour de cassation tout document ou mémoire complémentaire dans un délai qu'il fixe. Mais il s'agit d'une simple faculté qui ne peut suppléer à la carence des parties. Après le dépôt du rapport, aucun mémoire ne peut être reçu et la procédure suit son cours comme pour les autres matières. Les mêmes dispositions concernant la production des arrêts sont valables devant toutes les chambres, c'est-à-dire les 15 jours là, après le prononcé de la décision. Maintenant, les chambres réunies. Dans certaines situations prévues par l'article 80 de la loi organique, les différentes chambres de la Cour de cassation renvoient les affaires devant les chambres réunies. Comme par exemple, après cassation d'un premier arrêt, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens que ceux ayant entraîné la cassation, ou bien lorsqu'après cassation d'un deuxième arrêt, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée quel que soit le moyen, ou bien lorsqu'une affaire soumise à la Cour de cassation est susceptible de relever la compétence de plusieurs chambres, ou bien encore lorsqu'un point de droit soumis à la pression de la Cour pose une question de principe, ou lorsqu'après un premier renvoi, la juridiction saisie ne se conforme pas au point de droit tranché, donc cas de rébellion des juridictions de fond, et enfin lorsqu'une disposition légale le prévoit. Donc, en application des articles 81 et 82, la saisine des chambres réunies se fait par ordonnance du premier président de la Cour, rendue soit sur réquisition du procureur général, soit près la Cour de cassation, soit sur la base d'un arrêt rendu par une de ces chambres, et la procédure est la suivante. Le dossier, donc contenant une expédition de l'arrêt ou le réquisitoire de saisine, est transmis par le président de la chambre ou le procureur général à la première présidente de la Cour de cassation qui désigne un conseiller rapporteur. Il y a des procédures comme devant les chambres, c'est-à-dire donc après la décision d'un rapporteur, celui-ci dépose son rapport et l'enrôlement est procédé par la suite. L'audience est présidée par le premier président et tous les présidents de chambre et les conseillers y siègent en présence du ministère public, ce qui est une source de lourdeur et de lenteur de la justice de plus, si elle ne l'était déjà. La particularité pour les chambres réunies, c'est qu'à la différence des chambres ordinaires, en cas de cassation, elles saisissent du fond l'affaire pour la juger définitivement. Donc, un conseiller rapporté serait souvent le même pour des questions d'ordre pratique et alors désigné à cet effet et il est procédé comme précédemment. Enfin, je vous précise qu'en dehors de l'opposition, lorsqu'elle est expressément prévue par la loi, les arrêts de la chambre de la Cour de cassation ne peuvent faire l'objet d'aucun autre recours si ce n'est le recours à rectification ou à rétractation. Mais les chambres réunies, les arrêts des chambres réunies ne sont pas surtout de recours à rétractation. Voilà, merci.